Mais... Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on le paye. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des Femmes Savantes, un format court de discussion autour d'une anecdote avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Dans l'épisode 7, nous avons évoqué la question des violences sexistes et sexuelles qui peuvent s'exercer sur les comédiennes. Ces violences, quand elles ont lieu, sont rarement suivies de dénonciations. Nerine a eu le courage de porter plainte contre l'homme qui a usé de son pouvoir pour la violer quand elle était encore en formation théâtrale. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le récit non pas de ces faits de violence, mais de la longue démarche qui a suivi pour Nerine, de la prise de conscience à la décision de porter plainte. Reprenons donc le petit extrait de ma conversation avec Nerine dans l'épisode 7 pour dérouler la suite de notre discussion. Je lui avais demandé « Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre la parole ?» J'ai réalisé ce qui m'était arrivé en plusieurs mouvements, en parlant à des gens. Et je crois qu'il y a eu ce truc de, en effet, les personnes qui me regardent avec une tête de « c'est grave ce qui s'est passé ». Et en fait, à un moment donné, je crois que quelqu'un m'a dit « mais est-ce que tu crois que c'est arrivé à d'autres personnes ?» Et je crois que je m'étais jamais posé la question là, du coup. Parce que déjà, j'ai un peu atterri de « ok, ça m'est arrivé ». Quand il y a eu cette question-là, je me suis dit « mais en fait, c'est vrai, s'il a fait ça, peut-être il l'a fait à d'autres ». Et là, je me suis dit « il faut que j'aille demander aux autres personnes qui étaient avec moi à cette époque-là, dans la formation que je suivais ». Et c'est en entendant plusieurs personnes pas étonnées qui me disent « ah bon, je suis pas si surprise que ça. Ah ouais, c'est vrai, il avait un rapport bizarre avec toi. » Et puis après, ah ouais, mais il avait aussi un rapport bizarre avec moi. Ah, mais moi, il m'a fait ça, moi. Et là, j'ai commencé à me dire, ok. Donc en fait, il a fait ça, et ce mec, il continue à travailler. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Je crois que c'est ça qui m'a un peu guidée. Un truc de, en fait, faut que ça s'arrête. Ce mec ne peut plus travailler. Est-ce que tu penses que son rapport de prédation aurait fonctionné s'il avait été dans un truc autre qu'un rapport scolaire? Je sais pas comment dire, s'il avait pas été pédagogue, s'il avait pas été... pédagogue invité du coup. Moi, je crois que ça marche à partir du moment où, en face, on est dépendant de lui. Donc ça marche avec la question de l'âge, d'être jeune comédienne. Je pense que ça marche avec la question de l'argent, de pas avoir de boulot et de galérer, et du coup, de pas vraiment avoir le choix avec qui tu travailles. Du coup, si t'es dans son réseau, ou dans sa région, du coup, c'est possible de se retrouver là. Mais je pense que c'est la question d'un rapport de domination, quoi, qui soit financier ou d'expérience ou de... Je pense pas que c'est forcément lié au fait qu'il était pédagogue, même si c'est sûr que c'est une des entrées, quoi. Il y a, clairement une légitimité dans ce milieu à avoir des comportements comme ça aussi, qui fait que on se pose moins la question, et surtout, du coup, à l'endroit d'être jeune comédienne, on se rend pas compte, quoi. Est-ce que tu penses qu'il était identifié comme prédateur par les adultes dans l'environnement ? Je sais pas. Je sais que j'ai une discussion avec une copine du conservatoire qui dit qu'on n'a pas été protégé par les adultes autour, par nos profs du conservatoire, parce que on était lâchés avec lui en stage et qu'en fait il y avait aucun regard d'autres adultes sur ce qui se passait à ce moment-là. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a une merde à cet endroit-là quand même. De pourquoi ils étaient pas là, pourquoi à aucun moment ils sont vus. Je pense qu'en plus ils entendaient des choses. Après, on entendait tous des choses, et pour autant, on faisait pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression aussi
moi-même d'avoir été témoin de choses qui allaient pas et de pas avoir forcément réagi parce que j'étais pas dans une position de le faire ou j'avais pas vraiment conscience de la gravité. Mais ouais, moi j'ai appelé les profs. Il y en a une qui était très peu présente et qui a été assez... qui disait qu'il fallait absolument travailler là-dessus, machin et tout, mais qui s'est pas trop attardée sur du coup quel était son rôle à ce moment-là. Mais qui dit qu'elle a envie de faire des choses, qu'elle est inspectrice dans les conservatoires maintenant et qu'elle a envie de développer ces questions-là auprès des profs et des équipes éducatives. Et mon autre prof qui a un peu fait l'autruche, ou qui a écourté la discussion. Je pense que le prof lui-même, ça le mettait dans une situation... Je me suis même demandé si à un moment il a pas cru que je l'accusais lui. Enfin, je me suis dit, en fait, je pense qu'il y en a aussi qui en fait font la même chose, ou dans une moindre mesure, mais qui du coup voient pas parce qu'ils font eux-mêmes, ou veulent pas se questionner là-dessus parce que... Nous en avons discuté plus longtemps de ce prof qui avait réagi bizarrement. Et voilà ce que Nerine m'en a dit. J'ai eu des témoignages de 2 copines qui disent qu'il était pas clean. Après, il a eu une histoire avec une élève aussi, qu'il est encore avec. Il y a une différence d'âge assez grande. Donc, en fait, on n'est pas protégé parce que, en fait, c'est systémique. En fait, ils sont beaucoup à pratiquer à pratiquer la prédation ou en tout cas à profiter de leur position pour avoir du pouvoir, de l'emprise et profiter des comédiennes et des comédiens parfois aussi. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais, mais... Ouais, ouais, en tout cas, ouais, je pense qu'ils sont pas clean aussi, certains. Et quand j'ai reçu les témoignages de beaucoup des comédiennes que j'ai appelées, à chaque fois, il y avait un autre nom qui sortait. Moi, j'ai une liste maintenant avec tous les noms. Je sais pas quoi en faire. Moi, je me suis rendu compte de l'ampleur de la merde au fur et à mesure, quoi. J'étais de plus en plus écrasée à chaque témoignage. Et du coup, c'est toi qui t'es retrouvée à récolter le témoignage d'autres victimes, toute seule ? Ouais. Je me suis dit... Donc, il y a eu cette question de est-ce que ça arrivait à d'autres ? Et aussi, il y a eu ce moment où je me suis dit... J'ai un peu réuni une petite équipe de copines autour de moi qui m'ont aidée, qui sont pas du tout dans le milieu du théâtre, plutôt dans le milieu militant. Et on a essayé de faire un plan, quoi. Comment on fait ? Moi, mon but, c'est que ma parole soit entendue et celle des autres victimes. Et du coup, on a réfléchi avec une copine, c'est quoi les priorités pour moi, pour les autres ? Qu'est-ce que je veux ? Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de porter plainte, je me suis dit, du coup, il faut que je récolte les témoignages. Et là, j'ai commencé à faire ce taf toute seule, parce que je me disais, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que à moi que les personnes vont parler. Si moi, je leur raconte ce qui m'est arrivé. En fait, si c'est une autre copine qui appelle, ou quelqu'un qu'ils connaissent pas, les gens, ils vont pas parler, en fait. Et du coup, je me suis dit qu'en tant que victime moi-même, il y avait un truc de confiance qui se crée par le fait que je raconte moi-même mon histoire. Et c'est en effet ce qui s'est produit, mais qui était une charge hyper lourde à porter parce qu'en fait, c'est des témoignages hyper glauques, sordides. Parce que à chaque témoignage, il y a des détails qui te rappellent à ce qui t'est arrivé. Toi, c'est la même personne. Parfois, c'est pas la même, mais tu te rends compte que c'est les mêmes modes. Du coup, tu te dis, mais ça va aller jusqu'où ? Et jusque quand dans le temps en arrière aussi. Là, il y a des personnes elles sont, je sais plus combien, 4, 5, qui ont 50 ans, qui m'ont contacté en me disant il nous est arrivé des trucs, mais c'est genre en 80, c'est mon année de naissance. Ça m'a fait un haut le cœur.
Puis ouais, au fur et à mesure, puis tout qui se recoupe, tout qui se ressemble. Ça fait... Ouais, j'en ai pas mal discuté avec une meuf qui faisait un article là-dessus et qui parle de ça, de comment en fait en tant que victime on se retrouve à prendre en charge quelque chose que les institutions ne prennent pas en charge en fait, où il y a pas, en fait où il y a personne qui va faire ce taf-là et à se regrouper en groupe de victimes finalement pour réussir à faire sortir ces affaires. En fait, si tu fais pas le travail, déjà ta plainte elle est pas reçue. Si il y a que ton témoignage, s'il y avait que le mien, moi j'ai discuté avec l'avocate, elle m'a dit mais s'il y a que ton témoignage, c'est peanuts quoi, ça peut être classé sans suite. Et même s'il y a pas que ton témoignage, ça peut être classé sans suite. Et du coup, moi j'ai fait cette récolte de témoignages. J'avais un peu fort en tête que c'était à la fois pour la plainte et à la fois pour, au début, beaucoup pour moi. Aussi ça m'a permis de remettre des éléments en mémoire parce que j'ai fait une amnésie post-traumatique et du coup il y avait des trucs qui étaient plus clairs et en entendant les témoignages des autres j'arrivais aussi à me dire que c'est vrai ce qui m'est arrivé et puis à recomposer tout. Mais il y a eu un moment, un stade où j'ai fait une overdose. Là je me suis dit en fait je peux plus entendre ça, là ça m'aide plus moi. Je crois que ça m'appartient plus à partir d'un certain moment aussi, toutes les histoires de tout le monde. Je crois qu'aussi, y a eu ce truc de, quand j'en parle à des gens, pas forcément dans l'objectif d'avoir des témoignages, mais en fait, tout le monde me raconte une histoire sordide qui est arrivée à soi-même ou à un de ses proches. Et en fait, j'étais devenue un espèce de réceptacle à histoire glauque. Et à un moment donné, je me suis dit, si je continue là, je vais juste tomber dans la dépression. Du coup, il faut que j'arrête. Et du coup, là, j'ai demandé à des copines de prendre le relais. Et on a fait une adresse de contact aussi pour s'il y a des témoignages qui arrivent, qu'il y ait des personnes qui fassent le lien avec mon avocate et tout ça. Parce que moi, j'ai saturé, quoi. Ce travail fait par des victimes qui se réunissent pour tenter de faire entendre leur voix est l'une des images criantes de la façon dont elles sont abandonnées par le système judiciaire. Le travail qu'a abattu Nerine est énorme, pesant, et ce travail est long. Cette question, du temps accordé à chaque étape, fait partie des choses dont nous avons discuté. Pas uniquement pour les aspects liés à la plainte et au témoignage, mais pour l'ensemble du processus qui a suivi le viol qu'elle a subi. Je lui ai demandé combien de temps s'était écoulé entre les faits et le moment où elle a pris conscience que ce qui lui était arrivé n'était pas normal. Il y a eu 4 ans entre ce qui s'est passé et la première prise de conscience. À ce moment-là, je suis allée voir une psy pour autre chose. Et je suis allée la voir et en fait, c'est marrant parce que j'étais allée voir pour un truc, puis en fait, c'est ça qui est sorti, quoi. Mais après, j'ai vite évacué parce que j'étais genre, mais je suis pas là pour ça. Et du coup, on n'a plus trop parlé. Mais moi, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à une copine qui était... J'étais dans une formation de scénographie à ce moment-là. Et dans cette formation, il y avait une copine qui m'avait parlé de son oncle et d'inceste. C'est là que ça a fait un peu genre... Oh, ça me rappelle des trucs, tout ce que tu me racontes, l'emprise, l'admiration, tout. Il y avait un truc où là j'ai fait, ah ouais, c'est trop proche de quelque chose. Et là, il y a des trucs qui sont sortis encore. Après, j'ai un peu lâché, je suis partie en voyage aussi, assez longtemps. Et c'est quand je suis revenue. J'avais décidé, en rentrant du voyage, d'habiter seule. J'avais envie d'écrire une pièce de théâtre. Je voulais écrire une pièce de théâtre sur la chasse aux sorcières. J'avais lu Caliban et la sorcière. Ça faisait un bout de temps que je réfléchissais à ce bouquin et je me disais que ça m'avait foutu une claque dans la gueule et que tout à coup, ça expliquait plein de choses de mon vécu. Et du coup, j'avais envie d'écrire une pièce à partir de ça. Et j'écrivais mon truc et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais, c'était pas ça. Je réécrivais le viol, en fait. Enfin, je partais de la chasse aux sorcières, puis à chaque fois, ça revenait là-dessus. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça que je suis en train d'écrire. Et en fait, tout m'est revenu, quoi. C'est une espèce de... L'écriture, c'est aussi un moment où tu lâches un peu des trucs. Et là, tout, de manière très claire, chaque événement est
Et plus j'écrivais, plus je comprenais ce qui s'était passé. Et du coup, là, j'ai commencé à en parler à des copains et copines. Et puis en plus, les gens connaissaient la personne en question, vu que ils habitaient... Enfin, il y en avait qui habitaient qui habitaient du coup dans la ville où ça s'est passé. Et du coup, ça devenait réel aussi, quoi. Et puis d'un coup, des gens aussi qui me disaient « Ah ouais, mais moi j'ai entendu ce type-là, j'ai entendu des histoires. Ouais, moi aussi j'ai entendu des histoires. » La dernière étape a été la décision de porter plainte. J'ai demandé à Nérine combien de personnes étaient en charge de l'enquête concernant son agresseur. Il y a une personne qui est en charge de l'enquête, c'est la même personne. Et c'est un mec ? C'est un mec, ouais. C'est un mec, ça a duré 4 heures. C'était dans son petit bureau, fermé. J'étais hyper mal, filmé, parce que ça peut servir pour le procès. Du coup, t'es là et puis tu te demandes si tu pleures bien, si t'as bien l'air d'être la bonne victime. Le mec te dit oui, tu es la bonne victime. Parce que tu sais, il y a 80% des personnes qui viennent dans mon bureau, c'est des fausses plaintes. Ouais, c'est des femmes adultères qui assument pas. Puis après, souvent, elles se rétractent. C'est bien la preuve. Et moi, je suis là, je peux rien dire. Parce que je veux qu'on me croie. Enfin, je veux que ma plainte soit prise en compte. Et je suis obligée d'écouter des trucs inacceptables d'un flic qui dit n'importe quoi. Enfin. Et mon avocate, quand je lui ai raconté comment ça s'était passé, elle m'a dit « Oh, mais ça va, il est bien. » Il y en a des pires. Puis tu dois montrer que tu vas mal aussi. C'est hyper dur parce que oui, je vais mal à cause de ça, mais je suis pas que ça. Et comment tu deals? En fait, ces moments-là avec la police et la justice, ils sont hyper durs parce que ça arrive déjà à des moments hyper différents et ou des moments où t'évolues, ça va mieux, ça va moins bien, mais t'évolues par rapport à ça. Mais en fait, tu dois quand même à chaque fois montrer. Ils demandent comment tu souffres, quoi. Et combien de psy tu vas voir, et pour être sûr que tu vas bien mal, mais quand même pas trop mal. Faudrait pas quand même que tu sois folle. Du coup, t'as quand même cette expertise psychiatrique pour vérifier que tu mens pas. Que lui, il a pas forcément, d'ailleurs, l'agresseur. Ça m'a rendu malade. Donc tu vas voir un expert psychiatre pendant 1 heure qui vérifie que t'es pas taré et mythomane. Vraiment l'impression d'être dans une autre époque. Et du coup, il faut avoir l'air mal, mais pas trop mal quand même. Et en fait, c'est marrant comment il faut être à un endroit, faut aller mal, mais faut être triste, mais faut pas être trop énervé. Il y a tout ce qu'il faut être aux yeux de la police, de la justice, mais aussi de ses proches, de ses amis, de ses collègues, de la société dans son ensemble. Mais on questionne rarement ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire. Au moment où je l'ai interviewée, Nérine n'était plus comédienne. Je lui ai donc demandé si elle voulait recommencer à jouer. Moi j'aimerais bien. J'ai trouvé des biais pour l'instant. Je chante, du coup je vais sur d'autres plateaux. J'ai fait aussi après ce viol, j'ai eu des expériences de théâtre collectif où il n'y avait pas de metteur ou metteuse en scène. C'était des créations collectives où il y avait une mise en scène partagée. Je me rends compte que maintenant que j'ai fait ça, ce décalage-là, des écritures collectives, j'ai fait beaucoup de choses en collectif. Beaucoup dans des mouvements, des trucs anti-autoritaires et... Enfin, je me suis rapprochée de ce milieu-là et je pense que c'est pas lié que à ça, mais j'avais un besoin de me dire ok, en fait, le problème c'est quand il y a trop de pouvoir dans les mains d'une personne, quoi. Du coup, j'ai fait ça, j'ai fait du cinéma, du coup j'ai fait cette formation de décor, je tournais autour. J'ai quand même fait quelques stages de théâtre, mais ouais, j'ai essayé, quoi. Mais ça me faisait du mal quand je faisais de la scénographie, faisait du mal d'être à côté des acteurs et des actrices et de pas jouer. À un moment, j'ai repris un rôle dans un collectif de copains, copines. On jouait Yvonne, princesse de Bourgogne. J'ai repris le rôle d'Yvonne. Je me suis pris la tête avec la metteuse en scène.
J'arrivais pas à supporter qu'on me dise ce que je fais. Je savais pas pourquoi, hein, mais j'étais vraiment mal. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ce rôle était horrible, que je me faisais du mal aussi à jouer ça, parce que, en fait, on sait pas si elle se fait violer, mais il y a quand même un moment qui est vraiment... Et en fait, je jouais, et elle se tait tout le long, elle ne parle pas. Personnage qui est silencieux tout le long de la pièce et qui se fait démonter la gueule par tout le monde. Après coup, je me dis, mais quelle violence je me suis infligée à accepter de jouer ça. Et puis je m'étais engueulée, je me souviens, avec la metteuse en scène, parce que moi, je voulais pas que la fin elle se passe comme ça, qu'elle meure en fait à la fin. Et j'avais insisté, je voulais qu'on change la fin et qu'elle s'échappe, quoi. Et elle s'échappait avec sa robe de mariée à la fin. Je me souviens d'une représentation qu'on avait faite dans la rue et je suis là et je cours, à la fin je cours avec la robe de mariée comme ça dans la rue et j'ai couru, j'ai couru beaucoup trop loin, je suis partie, j'en pouvais plus. Mais ouais, j'adore jouer, moi j'étais venue pour faire du théâtre, des fois j'ai envie de dire ça, j'étais juste venue faire du théâtre, pas venue pour me taper tout ça derrière. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler de Yvonne, princesse de Bourgogne. C'est une pièce courte de Witold Gombrowicz, un auteur polonais du XXe siècle. Au fur et à mesure des éditions, Gombrowicz a décidé de supprimer peu à peu les répliques d'Yvonne pour la rendre totalement silencieuse face à ceux qui s'acharnent contre elle. Et c'est ce point central à la pièce que j'aimerais évoquer avec vous, le silence. Yvonne est silencieuse. Yvonne est fiancée au prince par caprice de ce dernier, et Yvonne n'a pas son mot à dire. C'est parce qu'Yvonne leur est insupportable que l'ensemble de la famille royale et de la cour la torture, littéralement la torture. Puis ils décident de la faire mourir. Je voudrais vous citer ce que dit le roi à Yvonne quand il réalise qu'elle a peur de lui. Il lui dit « Il ne faut pas, je suis un homme comme les autres. Pas le roi Hérode, je n'ai mangé personne, je ne suis pas un loup. Il n'y a pas de quoi avoir peur, je ne suis pas un loup. » Et c'est ce même roi qui invente le plan qui mène à la mort d'Yvonne à la fin de la pièce. C'est de la fiction, bien entendu, mais j'y ai trouvé un écho intrigant. Dans le silence réside l'impunité de ces hommes comme les autres. Et cette impunité ne peut pas durer. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode long. Et d'ici là, courage. Ne lâchez rien.